Jean Rollin, mesdames et messieurs, Jean Rollin, le poète français ou belge, j'ai oublié de regarder, français, le poète du cinéma, le grand maître du film de lesbienne, vampire, et aussi le gars, quand j'étais dans ma vingtaine avec les amis, on voulait faire des films, j'en ai fait une couple d'ailleurs, sujet pour un autre jour, mais la grande blague, c'était qu'il y avait que les gens prétentieux et, osons le dire, un petit peu imbéciles qui aimaient les films de Jean Rollin, parce que certainement en VHS, c'est épouvantable, c'est hyper amateur, c'est tout ce que vous voulez, mais fait que c'est un peu synonyme de pas bon. Et j'étais du coup très curieux d'en revoir parce que j'en avais... Bon, peu importe. Puis j'étais surtout curieux d'en parler sur la chaîne ici parce que la prémisse, pourquoi c'est bon, c'est que ben on trouve les qualités des films. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde un film et que, en principe, il n'y a aucune qualité, là. Ça m'est arrivé récemment avec le Galactica. Et ben heureusement, ici, en fait, j'en ai trouvé plein des qualités parce que la vérité, mais je vais vous le dire dans un instant. Avant tout... Je vais vous faire languir. Avant tout, notre film d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est La Nuit des Traqués. Et j'ai choisi celui-là parce que c'est un peu... Parce qu'il y a un élément de science-fiction dedans. Ça tombe... Moi, je le mets dans la science-fiction. Il y a clairement un bout vers la fin où c'en est. Ça fait que c'est moins horreur que ces autres, quoique il y a plein d'horreur extrêmes. Et qu'est-ce que ça raconte? On est la nuit en France, dans les années 70, et il y a un sympathique jeune homme dans sa bagnole sur une route éloignée, puis il roule, et quand soudain sort du bois une fille tout nue, là, jouée par la séduisante et sémillante Brigitte la grande reine de la porno française des années 70. Alors, notre héros l'embarque dans sa voiture. Comment allez-vous, madame? Très bien. Qui êtes-vous? Je l'ignore. Elle a complètement perdu la mémoire, ne sait pas qui elle est, ce qu'elle fait là, bon, mais elle sait qu'elle est en danger, et donc notre héros la ramène chez lui, puis on voit pendant ce temps-là qu'il y a une autre fille tout nue qui l'accompagnait, qui était... l'amie de Brigitte Lahaye, puis elle, c'est ça, elle n'a pas eu la chance de se faire embarquer par le gars. Mais c'est ça, ils reviennent chez le gars et il y a un dialogue poétique, que faites-vous, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, etc. Finalement, ils couchent ensemble, il y a une scène de baise d'environ 5-10 minutes, et le matin, il doit partir au boulot, mais il lui promet qu'il va revenir, ne t'en fais pas, je t'aime. Puis elle veut pas qu'il parte parce qu'elle dit qu'aussitôt qu'il va partir, elle va oublier tout souvenir de ce gars-là. Mais il part quand même parce qu'il faut qu'il rentre. On est avant le télétravail, donc il faut vraiment qu'il aille au bureau. Pendant qu'il est parti, il y a un mystérieux et peut-être méchant personnage, un genre de docteur qui la trouve et qui, chez eux, qui réalise que Brigitte est chez ce gars-là, et elle entre chez le gars et convainc la fille de retourner avec lui dans une très étrange clinique, dans un gratte-ciel tout aussi étrange, et où se trouvent des hordes, des dizaines et des dizaines de personnes qui, eux aussi, souffrent de cette condition étrange, et ils ont perdu la mémoire, ils s'en passent des affaires, il y a plein de scènes de baise aussi dans cette clinique maléfique et mystérieuse où, décidément, il y a clairement un complot, il se passe un paquet d'affaires étranges, et il y a des meurtres aussi, des meurtres atroces et terribles. Alors, est-ce que notre héros va réussir à retrouver Brigitte Lahaye, si c'est son vrai nom? Est-ce qu'il va réussir à découvrir l'horrible secret de cette clinique, et combien est-ce qu'il va y avoir de scènes de baise dans le film avant la fin? Est-ce que toutes ces scènes-là vont finir par une scène de meurtre atroce? Ben, toutes ces questions et bien d'autres encore, vous trouverez leur réponse en regardant La Nuit des Traqués de Jean Rollin. Eh bien, je vais vous le dire maintenant. J'ai aimé ça
Pour vrai. Alors, mes amis dans ma vingtaine m'auraient vraiment garoché des briques. Ils auraient bien ri de moi. Et je dois convenir que, premièrement, en VHS, je l'ai évoqué en introduction, en VHS, il n'y a aucune manière que ça soit intéressant. Là. Ça marche quand Jean Rollin, quand on a une belle copie. C'est le deuxième que je regarde. J'ai vu avant celui-là La Vampire nue, qui, incidemment, est aussi un film de science-fiction. En fait, il y a un élément, un peu comme dans Phantasm 2, en fait. Il y a un truc qui m'a carrément fait penser à Phantasm 2. Sujet pour un autre jour, mais finalement, bon, peu importe, on s'en parlera un autre jour, mais le fait est que j'avais aussi aimé ça pour les mêmes raisons que ce que je vais évoquer là, dans un instant quand je vais lister les qualités. Faut quand même dire, alors je vais quand même commencer par ça, est-ce que c'est, malgré le fait que j'ai sincèrement aimé ça, mais je me suis quand même demandé tout le long si j'aimais ça. Puis ça m'a fait la même chose pour La Vampire nue. Puis la raison, c'est que Jean Rollin, c'est très amateur. En partant, il faut dire ça. Alors, Jean Rollin, puis est-ce que je vous ai mentionné qu'il fait de la porno, Jean Rollin? Je ne sais pas si je me suis souvenu, mais c'est ça. Jean Rollin, dans sa vie, il a fait en gros 2 types de films. Les films de lesbiennes vampires et par extension des films comme Fascination, où je pense qu'encore une fois Brigitte Lahaie joue une genre de carrément de faucheuse comme La Mort, là, une image très saisissante, mais il y a des films comme Les Raisins de la Mort, qui est essentiellement un film de zombies. Du mauvais vin transforme les gens en zombies. C'est très... Ça fait vraiment... C'est la quintessence du film d'horreur français. Vous serez d'accord avec moi, là, il n'y a pas plus français que ça. Puis je suis vraiment j'ai très hâte de l'écouter, celui-là. Mais le fait est que c'est ça, il y a toute une série donc de films d'horreur avec science-fiction un peu, mais qui sont toujours très, très, très violents. En général, très souvent, il y a au moins une image hyper violente par film. Ici, c'est une fille qui se rentre des ciseaux dans les yeux, dans le truc de raisin. Là, les raisins de la mort, je pense que c'est une affaire de sécateur. Là. Bon, c'est ça. Bon... Fait que très souvent, il y a de l'horreur extrême, mais aussi, ben c'est ça, Jean Rollin, c'est un gars qui faisait carrément de la porno, là, du X, là. C'est pas du soft, là, du X, là, à notre échelle d'aujourd'hui. On trouve ça bien, bien soft, mais non, c'est comme on dit, des films qu'on voit toutes, là, c'est du vrai porno, là, OK? Puis, fait que ça, du coup, Jean Rollin, vraiment, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux, c'est carrément le Jess Franco de la France ou le Joe D'Amato de la France. À savoir des gens qui font des films hyper racoleurs de mauvais goût, qui ont 2 carrières parallèles en vérité. Un où est-ce qu'ils font des films d'horreur extrêmes qui misent sur la nudité et la violence, et aussi leur carrière parallèle, c'est la grosse porno dans la section du fond du club VHS, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui distingue Jean Rollin certainement de Joe D'Amato et puis qu'est-ce qui le rapproche de Jess Franco à ses meilleures heures? OK? Parce que Jess Franco, des fois, il a fait à peu près 300 films, puis là-dessus, il y en a probablement une bonne centaine facile, là, que c'est atroce, là. Son film de Docteur Mabuse, là... Aïe, c'est films de Fu Manchu, ça, c'est encore une fois, c'est bon, OK. Mais Jess Franco, dans Vampiros Lesbos, un film sans doute qui a dû plaire à Jean Rollin, parce que, comme son titre l'indique, il y a de la lesbienne vampire d'impliquée. Vampiros Lesbos, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça excellent. J'ai vraiment adoré ça. Excellent comme un film cheapo, là, comme un film de série Z, mais il y a vraiment une atmosphère spéciale, onirique, qui est en partie due à la musique, qui est souvent très, très bonne dans les Jess Franco. Je pense qu'il y joue d'ailleurs. N'importe, il faudrait que je vérifie, mais la musique dans les Jess Franco est souvent très, très, très bonne. Puis il y a un côté image très soigné. Puis c'est souvent incompétent, mais dans ses meilleurs films, il y a une atmosphère onirique, puis une certaine touche visuelle, et on a ça chez Jean Rollin. Alors, c'est tout un... Alors, je regrette d'avoir à dire que c'est un réalisateur moins compétent que Jess Franco. Alors,
c'est plus, tu sais, c'est pas envoyer des fleurs à Jess Franco parce qu'il était à la limite de la compétence la plupart du temps, Jess Franco. Mais le fait est que quand même, il y a des passages qui sont efficaces, puis certainement, puis ça c'est une des grandes forces de certainement la nuit des traqués, Rollin utilise très 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 bon escient et très habilement les décors, particulièrement le décor du gratte-ciel. Bon, l'extérieur, okay, tout ce qui est le gratte-ciel en tant que tel, la cour à l'extérieur du gratte-ciel, mais aussi en particulier. Donc ça c'est très efficace, ça marche vraiment très très bien. Mais aussi à l'intérieur du gratte-ciel. Donc, il tourne, je ne sais pas si c'est en cinémascope ou en 1,85, le ratio, je ne le sais pas, mais l'image est assez large. Et donc, il tourne dans des environnements dénudés, très, très propres. Là, mais l'idée générale est que ça a le côté, ce à quoi cet aspect-là de l'esthétique fait penser, par exemple, c'est Cronenberg, par exemple. Le Cronenberg de Shivers, le Cronenberg des années 70, qui utilise, encore une fois, l'architecture de l'époque avec le même genre d'effet, essentiellement. Puis, ça m'a fait aussi penser, je dois le dire, en moins habile, mais quand même, au Ténébré de Dario Argento. Alors, encore une fois, Dario Argento, il est très, très bon. En tout cas, certainement à l'époque, au niveau visuel, il est très dur à battre. Il l'était. Mais il y a Jean Rollin n'est pas dans cette ligue-là. Okay? Il est très, 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 très loin. Mais dans Ténébré de Argento, qui est probablement mon préféré. Il y en a évidemment des tonnes qui sont super bons, mais j'ai vraiment une affection particulière pour Ténébré. Puis ce qui donne une saveur si particulière au Ténébré d'Argento, c'est justement que les décors sont très dépouillés. Puis c'est ça, c'est un mélange qu'il utilise l'architecture de ces décors, mais c'est des décors qui, contrairement à ses films précédents comme Suspiria ou Deep Red, où la couleur était très mise de l'avant, mais dans Ténébré, on est beaucoup plus dans le noir et blanc. C'est en couleur, là, mais il y a beaucoup d'utilisation du blanc éclatant, du noir et du blanc. Puis c'est extrêmement efficace. Là. Encore une fois, Ténébré, j'adore ça. Puis, parenthèse, OK. Ténébré se passe dans le futur. C'est Argento qui l'a dit. Dans un futur pas très lointain, mais dans le futur. Ça veut donc dire que, formellement, Ténébré, c'est de la science-fiction. Yeah! Mais en tout cas, c'est ça l'idée de Ténébré, des décors, etc., avec le blanc en particulier, l'utilisation des décors blancs, puis les lignes des décors, etc. On retrouve ça dans les décors, dans La Nuit des Traqués. Puis vraiment, cet aspect-là, gratte-ciel, puis le fait que la clinique se trouve dans le gratte-ciel, puis que clairement... il y a une métaphore, là. Il y a quelque chose qui est efficace là-dedans. Puis l'autre affaire qui marche très très bien, puis qui est en relation avec cette idée-là de gratte-ciel. Le gratte-ciel est une métaphore, ça renforce essentiellement visuellement ou atmosphériquement ce que je m'apprête à dire là. Okay? L'histoire, c'est que les gens perdent la mémoire. On est dans une clinique où tout le monde, par exemple, Brigitte Lahaie, c'est ça, ne se souviennent plus qui ils sont. Ils oublient leur nom, etc. Puis en vérité, ils ont aucune mémoire passée, la mémoire à court terme, essentiellement. Okay? Si quelqu'un sort de la pièce, ils oublient qui est-ce qu'ils viennent de voir, en gros. Et une grosse partie du film, certainement vers le milieu, c'est les dialogues de ces gens-là, les uns avec les autres. Qui êtes-vous? Je l'ignore. Ce genre de discours un petit peu poétique comme ça. Et puis il y a clairement une sorte de métaphore, encore une fois, où, puis là, encore une fois, on est dans le trait Jean Rollin. Parce que qu'est-ce qui caractérise l'œuvre de Jean Rollin, que je mentionnais tantôt, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'horreur extrême, quelques images certainement d'horreur extrême, de la grosse nudité, puis des amateurs hyper amateurs pendant des longues scènes souvent interminables, et pendant ces longues scènes, ils échangent ce dialogue
non naturaliste, OK? Puis c'est en bonne partie ça qui fait que ça marche. Parce que, puis ça marche malgré le fait que ça devrait pas marcher. Parce que, ne nous y trompons pas, il y a un gros côté Ed Wood, là. OK, dans Jean Rollin. OK, il est entre Ed Wood et Jess Franco. OK, il est au-dessus de Norbert Boutier, qui est un de ses copains. Hein. Jean Rollin joue dans les films de Norbert Boutier de temps en temps, puis je crois comprendre qu'ils étaient copains. Mais puis je crois aussi que Jean Rollin a fini Le Lac des Zombies, qui était commencé par Jess Franco. Il y a une histoire comme ça où Norbert Boutier était impliqué. Là. Mais c'est ce cercle-là, c'est ce cénacle de l'incompétence ou de la presque compétence là, qui à l'occasion, c'est ça, frétille et s'élève au-dessus de cette mort de ça, de compétences, puis de... Bon, donc, voilà. Donc, mais je dois dire quand même que Jean Rollin... Alors, est-ce que Jean Rollin est un bon réalisateur ou un mauvais réalisateur? Il est meilleur là-dedans que dans La Vampire nue, qui est, je crois, son deuxième film. Puis celui-ci est... c'est peut-être son 10e ou quelque chose comme ça. Et il s'est quand même amélioré. Mais il va jamais tellement... Tu sais, j'ai pas vu les plus récents qu'il a fait, là. C'est le deuxième que je vois. Mais c'est ça, il est toujours... sa réalisation et... C'est des films amateurs. C'est des films amateurs avec des comédiens amateurs. Puis ça, il sort jamais de cette zone-là. Puis la plus professionnelle là-dedans, c'est Brigitte Lahaie. Je vais en reparler dans un instant. Puis c'est ça. Elle a le professionnalisme d'une actrice qui a tourné des tonnes de porno. Mais ça paraît qu'elle a du professionnalisme. Puis je vais le dire maintenant. Elle est très, très bonne, en fait. Par moments, elle est inégale, mais certainement, elle est très charismatique, elle a une excellente présence à l'écran, évidemment, c'est une super, super belle femme, et il y a des moments où elle joue comme dans une parodie, en vérité, de porno, là. Mais il y a des moments où je l'ai trouvée extrêmement efficace. Puis, somme toute, elle a eu une carrière dans la série Z, en plus, j'oublie les noms de ses autres films, là, mais elle était assez connue pour d'autres films d'exploitation qu'elle a tourné en France, puis comme je mentionnais, je crois qu'elle a retourné dans Fascination, puis peut-être même d'autres films de Jean Rollin. Puis elle est très, très bonne. Elle a quelque chose, c'est ça. Je l'ai trouvé, c'est ça, inégal, mais je peux pas lui reprocher d'être pas une bonne comédienne dans un film de Jean Rollin. Tout le monde est pourri, disons-le. Mais c'est ça. Fait que, Marilyn Chambers dans Rabid, qui jouait évidemment dans Beyond the Green Door, là, donc c'est ça, Marilyn Chambers, qui était une actrice porno, qui a essayé de se recycler dans le film Non pour adultes. Elle est meilleure, mais c'est parce que Cronenberg est un bien meilleur réalisateur, certainement au niveau de la direction d'acteur. En vérité, il est toujours très, très bon. Il y a un ton de... Ces acteurs jouent minimaliste et retenu, mais ils sont toujours excellents, là, les acteurs dans les Cronenberg. Puis, c'est ça, Jean Rollin, ça, il l'a pas tellement. Mais Brigitte Lahaie, elle est très, très bonne. Puis, moi, je l'ai bien aimé, en tout cas. Ça fait que, voilà. Mais pour le reste, comme j'ai mentionné, il y a des tonnes il y a, je pense, 4-5 de baise, là, des scènes... c'est pas porno, parce que certains détails nous sont dissimulés, là, certaines parties là, de ce qui se passe ne sont pas dévoilées en gros plan, mais c'est bien juste, là, OK? Puis c'est vraiment des scènes qui durent 4 ou 5 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces scènes-là, comme j'évoquais, ça, c'est une autre qualité du film, si on veut. Jean Rollin essaie de faire quelque chose d'intéressant avec ça, à savoir que ça a tendance à finir par de la grosse violence vraiment extrême. Là. Le truc des ciseaux, là, comme j'ai mentionné, où il y a un meurtre au marteau. Là. Aïe, aïe, aïe.
Puis c'est drôle parce que quand j'ai écouté le film, ça fait environ 2-3 semaines, puis une des notes que je m'étais gardée, là, que j'avais notée, c'était Georges Bataille. Puis je n'ai pas noté qu'est-ce qui m'a fait penser à Georges Bataille dans le film, mais ça devait être un des trucs, là, le mélange violence, puis érotisme, puis tout ça. Puis c'est intéressant, puis je veux dire, c'est glauque, mais je veux dire, fondamentalement, clairement, c'est ça l'affaire, c'est qu'on voit que Jean Rollin essaie de faire quelque chose. C'est ça. Puis c'est ça qui le distingue certainement d'un Joe D'Amato. Moi, les films de D'Amato sont plus compétents que ceux de Rollin ou de Jess Franco mis ensemble. Presque les deux multipliés ensemble n'atteignent pas la cheville même du porno le plus lamentable de Joe D'Amato en termes techniques. Mais c'est bien rare qu'on regarde un film de Joe D'Amato puis qu'on se dit « Ah, voilà l'œuvre d'un auteur ». Il n'y a pas cette qualité-là. Il y en a que j'aime, là, Endgame, j'aime super gros ça, puis bon, il y en a quelques-uns, là, qui sont sympathiques, si on veut, des Joe D'Amato, mais règle générale, c'est vraiment un tâcheron, là. C'est un gars... Ce n'est pas un gars qui avait l'âme d'un artiste. Tandis que Jess Franco en avait une à ses meilleurs jours, et Jean Rollin, je crois pouvoir dire, basé sur ces deux films-là, j'ai l'impression que lui essaie toujours d'avoir quelque chose comme un message. Puis ça, dans les dialogues, ça paraît. Puis, tu sais, ouais, les scènes sont interminables, mais ça provoque ce rythme onirique. Et puis, tu sais, les acteurs sont pas bons, mais ça aussi, ça contribue à ce rythme onirique. Puis, tu sais, il y a quelque chose de... Ça m'a fait penser au David Lynch, là. Excusez, encore une fois, ça peut paraître sacrilège, mais regardez par exemple le Twin Peaks saison 3, puis il y aurait d'autres exemples dans l'œuvre de M. Lynch, que j'adore évidemment, d'un amour profond comme probablement vous tous, bien d'entre vous. Ben, tu sais, David Lynch dans la saison 3 de Twin Peaks, qui est un chef-d'œuvre absolu, il y a une scène en particulier où est-ce que il y a un gars qui passe la vadrouille pendant qu'il y a une chanson qui joue. Puis la scène, c'est la caméra fixe et le gars qui passe la vadrouille. Ça dure 3 ou 4 minutes. Ben, puis c'est souvent comme ça, certainement la saison 3, mais encore une fois dans d'autres œuvres, d'autres films de Lynch, où est-ce que, tu sais, la caméra fixe un gars pendant 30 secondes qui dit rien, puis il n'y a rien, puis on attend qu'il se passe de quoi, et c'est long et ennuyeux, là. Puis, mais éventuellement, passer l'ennui, il y a quelque chose qui embarque, et en tout cas en général, là. Puis cette chose-là, c'est comme une sorte justement d'atmosphère un petit peu surréaliste là, qui est produite justement par cet effet extrême lenteur. Puis puis David Lynch, on lui donne carte blanche là-dessus parce que son nom est établi et il est clairement dans le camp artiste. Puis ouais, parce que c'en est un. C'est un artiste, un des plus grands artistes notamment du 20e siècle, là, 21e siècle si on veut. Mais, tu sais, au niveau, des fois, de ce qui se passe au niveau technique, sincèrement, c'est pas toujours très loin, là. Tu sais, regardez Inland Empire, dont j'ai déjà parlé, c'est de loin, Inland Empire, de loin, là, dans les meilleurs films que j'ai vus des 20-30 dernières années, là, OK? C'est génial, hyper atmosphérique, mais tu sais... C'est ça, au niveau technique, est-ce que c'est au niveau, tu sais, c'est tourné en mini-DV, puis les acteurs sont bons, il y a ça, là, puis ce qui est présenté est intéressant, mais à quel point est-ce que ça détonne au niveau du niveau de compétence qui nous est montré dans le film, là, vraiment? Ben, ouais, clairement, Inland Empire est pas loin d'être un chef-d'œuvre transcendant, puis La Nuit des Traqués, ou même le meilleur Jean Rollin n'atteindra jamais ces hautes cimes, loin s'en faut, même pas le chalet à la base de la montagne. Là. Il n'est même pas dans le même dans le même département, là, OK? Et la montagne puis le film de Jean Rollin, là, c'est ça, 3 heures de route. Mais néanmoins, il produit le même effet avec un petit peu le même genre de moyens, puis ça fonctionne. Ça fait que, sincèrement, là, j'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est juste la vérité. Puis quand ça a fini, je me suis dit, Chris, j'aime ça. J'aime ça pour vrai, malgré ou peut-être même à cause des défauts.
Puis, non seulement j'en réécouterai n'importe quand, mais j'ai bien hâte de réécouter le prochain. C'est sûr que les trucs de violence hyper extrêmes, c'est ça, ça me parle un peu moins. Là. C'est peut-être un petit peu ça qui me ralentit. Mais non, le prochain que je compte écouter, c'est le film avec les raisins, là, les raisins de la mort. Puis il y a de bonnes chances que je fasse une vidéo là-dessus. Puis j'ai bien hâte de l'écouter. Je suis pas mal certain que je vais aimer ça. Je suis curieux de voir ça. Fait que Jean Rollin, malgré ses innombrables défauts qui sont réels, puis malgré le fait que, oui, comme mes copains disaient à l'époque, il y a des paquets d'affaires qui sont pas bonnes, là, mais au-delà de lamentable, néanmoins, ça produit un effet, c'est un auteur, puis ça marche, puis moi, j'aime ça. Ça fait qu'un idée détraqué, j'ai aimé ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un formulaire dans la description. J'ai un Patreon aussi, croyez-moi, c'est hyper apprécié. Ça me va droit au cœur. Donc, mais d'ici là, pourquoi c'est bon, Jean Rollin? Parce que, ouais, c'est peut-être un auteur incompétent, mais c'est un auteur, puis ça passe.